C'est un plaisir de vous accueillir ce soir à l'occasion de la Campus Lecture qui est donnée en l'honneur de Steve Hanavi, qui a diplômé de l'EPFL il y a tout juste 20 ans en microtechnique et qui est le lauréat du prestigieux Alumni Award 2025 qu'on lui a remis à la magistrale en octobre dernier. D'étudiant qui se voyait faire une carrière de photographe lors de son échange à Tokyo, il est aujourd'hui cofondateur d'une fintech européenne en pleine expansion, Conto, qu'il a montée avec son ami d'enfance. Son parcours n'a rien d'une ligne droite, mais son passage à l'EPFL y est certainement pour quelque chose. Car Steve est un ingénieur dans l'âme. Et puis j'ai pu le voir tout à l'heure. Je confirme, on a visité le spot. Ça a marché. Il avait les yeux qui brillaient. Oui, c'est un vrai ingénieur avec un esprit critique, structuré, exigeant et certainement une capacité importante à apprendre et à résoudre des problèmes. Mais cela n'est pas tout, car réussir dans l'entrepreneuriat demande probablement d'autres compétences, de bien s'entourer certainement et d'ouvrir certaines portes au bon moment. Et sur ce chemin, il y a des choix, des doutes, des paris, du travail, des échecs aussi, mais aussi une posture, une manière d'aborder la vie. Pour Steve, ce que je vois personnellement, c'est beaucoup de curiosité, d'humilité, de rigueur, d'humanité et de détermination. Alors, ouvrons grand nos oreilles, car peut-être que nous aurons ce soir la recette du succès en écoutant Steve déconstruire son parcours et partager avec nous les 9 idées reçues de l'entrepreneuriat. Avant de passer la parole à Steve, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Casado-Harris, en charge de l'unité Startup à l'EPFL, pour introduire notre hôte d'honneur. Isabelle. Bonsoir, merci Leïla. Alors c'est vraiment un vrai plaisir d'accueillir effectivement Steve Hanavi et sa famille aujourd'hui à l'EPFL qui va nous... c'est un alumni EPFL d'abord pour nous et ensuite un entrepreneur reconnu sur la scène tech aujourd'hui européenne. Donc je me suis un peu renseignée, on m'a demandé d'introduire Steve, on n'était pas à la même génération à l'EPFL, donc je me suis un peu renseignée. Donc déjà enfant, il passait son temps à démonter et remonter des ordinateurs comme il faut. Les enfants, au cas où vous avez envie d'en démonter, c'est le moment ou jamais de dire que papa faisait ça. Donc, un petit geek en l'âme qui, donc, naturellement, l'a amené à faire ses études ici à l'EPFL et, comme l'a dit Leïla, avec un petit échange à Tokyo. Donc, de Lausanne à la sortie de l'école, en fait, il n'a pas choisi directement la voie entrepreneuriale. Il est parti, dans un premier temps, faire du conseil chez Deloitte et puis assez rapidement pour compléter sa formation avec un MBA à l'INSEAD. Il passe ensuite quelques temps dans des entreprises, dans des fonctions de direction. Et c'est là, en 2013, vraiment, que le parcours entrepreneurial se lance avec son ami d'enfance, Alex Prot, qu'il connaît depuis l'école et avec qui il va cofonder la première start-up, qui est une start-up en hardware dans les domaines des objets connectés, Smokyo, qui aura un exit 2 ans plus tard. Et puis finalement, après une première start-up, on se dit, grosso modo, l'équipe, elle fonctionne bien, l'envie, elle est encore là, on aime bien ce rythme, on repart. Et cette fois, avec une start-up dans le digital, Conto, une solution bancaire. Après s'être beaucoup tiré les cheveux devant ces solutions bancaires existantes, l'envie de résoudre un problème, on revient à l'ingénieur et créer une nouvelle start-up. Aujourd'hui, depuis 2022, une licorne, un gros success story. Aujourd'hui, Steve va nous raconter ce parcours. Il va raconter, comme il l'a dit lui-même, les 9 idées reçues sur l'entrepreneuriat, avec l'authenticité et le sans filtre qui le caractérisent. Moi, je me suis quand même beaucoup posé la question sur les 9 idées, parce que quand même, c'est un benchmark qu'une audience arrive à retenir 3 choses normalement. Et toi, tu t'es dit, le PFL, on fait 3 fois mieux. On arrive à en retenir 9. Bon. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci d'accueillir chaleureusement. Et puis, je vous souhaite une très belle conférence. Oui, j'en ai. Vous m'entendez ? C'est unmuté. C'est unmuté. Alors, peut-être avant que je commence, je
vais faire un rapide sondage. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle? Ah, ils sont encore timides, donc ils ne s'assument pas encore. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs en devenir, enfin des gens qui hésitent à se lancer? Voilà, c'est ça. Alors, j'ai essayé de compiler une lecture que j'aurais voulu avoir il y a 20 ans. Quand j'étais étudiant, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Du coup, comme beaucoup, je suis parti en conseil, d'une manière ou d'une autre. C'est un prolongement d'expérimenter, de faire plein de choses différentes très vite pour apprendre à mieux se connaître et à se chercher professionnellement. Et quand Leïla m'a dit « Est-ce que tu peux venir faire une lecture ?», je me suis dit je vais essayer de faire la lecture que j'aurais voulu entendre moi pour me lancer, pour ne pas avoir peur. Et j'espère du coup qu'elle vous aidera à vous poser les bonnes questions. Mais peut-être avant de rentrer dans ces 9 idées fausses, ces 9 mythes, pour faire double couche sur la brève présentation qui a été faite sur moi, je vous ai fait un petit patchwork de qui je suis. Donc en haut à droite, vous me voyez devant un Logidule, je crois, c'est un cours de microélectronique, d'électrotechnique. Je suis français d'origine, j'ai fait un master, ma thèse de master à Tokyo. J'ai failli choisir la photographie comme profession. J'aime beaucoup le craft, donc j'ai mis un origami qui est une intersection entre le Japon et puis le travail manuel et la fabrication. En bas à gauche, vous voyez ma famille qui est aussi là, parce qu'on revient du ski. Ce matin, on est revenu du ski, on en a profité pour combiner avec cette lecture. Vous voyez la carte de Konto, donc Konto qui est pour le dire simplement, une banque en ligne pour les PME qui opère principalement en Europe. Et vous voyez, il y a un livre sur ce patchwork qui s'appelle 9 Lies About Work. Et donc, c'est un bouquin que j'ai lu il y a quelques années qui déconstruit des mythes, 9 mythes pour être exact, dans le monde du travail. Et du coup, j'ai volé le titre pour la session d'aujourd'hui. Donc, c'est de là que ça vient. Et parce que quand on crée une boîte et qu'on a des bons problèmes, c'est-à-dire que la boîte continue à grandir dans le bon sens, faut se former, et une manière de se former, pas la seule, mais une manière de se former, c'est d'étudier, de continuer à étudier, avec des modèles mentaux, des manières dont d'autres ont approché le travail, des challenges pour faire face aux nouveaux défis. Voilà. Et peut-être quelques mots sur Konto. Donc, on a lancé, pour être précis, on a lancé Konto en juillet 2017, donc ça fait presque 9 ans. On a aujourd'hui 600 000 clients business dans 8 pays, donc évidemment la France qui est notre pays d'origine. On est 1600 répartis dans plusieurs, ce qu'on appelle hub office. On a levé plus de 600 millions d'euros auprès d'une dizaine de fonds. On est une boîte rentable depuis 2 ans et demi, 2-3 ans. On a fait 2 acquisitions, une entreprise en Allemagne qui s'appelait Penta et une entreprise en France qui s'appelle Regat, dans le domaine de la comptabilité. Et on agit aujourd'hui sur une licence qu'on appelle d'établissement de paiement. Donc on n'est pas encore une banque, mais on a fait une demande d'agrément pour devenir une vraie banque. Donc c'est une information qui est publique et on espère qu'on l'aura cette année. Voilà. Donc maintenant, on va sauter dans le vif du sujet. Il y aura une petite session Q&A après pour reprendre les questions. Je vais essayer, en ayant sondé et audité l'audience, donc il y a quand même beaucoup de gens qui se posent la question de se lancer ou qui sont déjà lancés, donc je vais essayer de en tout cas, vous donner mon data point. Ce n'est pas une science parfaite, mais j'espère qu'elle pourra vous aider en point de départ. Donc la première idée fausse que moi j'ai eue il y a 20 ans, c'est qu'il faut une idée révolutionnaire. Donc, quand on est entrepreneur, on regarde beaucoup de films et puis il y a ce moment dans le film où la personne a un eureka, un waha moment, et puis en fait la vraie vie c'est pas comme ça. D'ailleurs très rarement les boîtes qui cartonnent, comme on dit, partent pas d'une idée révolutionnaire, mais de ce qu'on appelle un point de friction. Donc c'est une entreprise qui s'intéresse aux frictions dans un parcours utilisateur et la technologie va aider à débloquer ces points de friction. Et donc dans le cas de Konto, c'est exactement ce qu'on a appliqué et c'est très proche d'un raisonnement d'ingénieur finalement. On regarde où le flux ne s'écoule plus, le flux étant le client, on voit où ça prend trop de temps, où ça coûte trop cher, où ça ne fait pas de la bonne qualité
et puis on mappe tout ça. On peut faire un value stream mapping, voilà, et on voit que ça ne va pas, et on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à le voir, et qu'il y a beaucoup de clients qui sont très mécontents que ça ne marche pas. Et donc ça, c'est l'exemple Conto type d'il y a 10 ans, quand on a eu l'idée, mais l'idée, elle s'est révélée sur la base de notre expérience de la première entreprise dont vous avez parlé en introduction. C'est-à-dire qu'on avait un compte de banque et que les choses ne marchaient pas. On appelle le service client un samedi, il est fermé. Pour faire un virement, qui est l'illustration ici, il faut une petite calculette qu'on oublie au bureau, mais quand on est entrepreneur, on ne fait pas les virements. Quand on fait du business, on les fait le week-end ou le soir. Donc c'est quand la petite calculette elle est restée au bureau. Donc en fait, tout ça ne marche pas. Et donc dans notre cas, on a simplement mappé la vie d'un entrepreneur qui doit gérer son compte. Et on a mis des croix rouges là où c'était cassé. Et évidemment, on a utilisé le software pour que l'utilisateur puisse faire un maximum de choses tout seul, parce que c'est quand même le mieux quand on est self-serve, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est vraiment le Graal. Et puis, on a regardé aussi côté service client, donc on a été les premiers à faire un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en France. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a réglé notre problème. Donc c'était pas une idée miraculeuse, mais on est parti de points de friction qu'on a vécu nous-mêmes. Donc du pain point et pas de la solution technologique. Et donc le reframe que je vous propose, c'est si vous hésitez à vous lancer, que vous voulez évaluer des idées, trouvez la friction et corrigez-la. Et évidemment, si vous voulez en faire un vrai business, regardez si la taille de marché est importante. Voilà, parce que tant qu'il y a beaucoup travaillé, autant que ça porte beaucoup de fruits. La deuxième idée fausse, c'est celle que le métier d'entrepreneur, c'est d'avoir une vision. Alors c'est indéniable qu'avoir une vision, c'est très utile. Et c'est un très bon point de départ. Ça permet de le pitcher, d'assembler une petite équipe, d'en parler avec son ou ses associés. Enfin, c'est vraiment un point de départ, c'est indéniable. Mais la vision ne crée pas de valeur. Ce qui crée de la valeur, c'est l'exécution. Donc c'est de réaliser le projet. C'est d'aller tous les jours faire le travail, en fait. C'est pas de penser à quoi le futur pourrait ressembler, même si c'est nécessaire. Et donc, dans le cas de... Alors là, je prends un exemple avant Conto, je prends l'exemple de Smokyo. On a lancé Smokyo, c'était une idée qui était ce qu'elle était, qui n'a pas été le carton de Conto, la seconde entreprise, mais on a exécuté avec beaucoup de discipline. Donc on a mis beaucoup d'énergie, on travaille beaucoup. On a découpé notre travail en petits cailloux et on avait vraiment du project management à la journée pour exécuter notre plan. Tous les 3 mois, on faisait des checks très concrets avec des métriques très concrètes pour s'assurer qu'on était dans les clous. On a ouvert une petite équipe en Chine, on a créé une petite équipe en Chine pour produire sans hésiter une seconde. Et donc en fait, le succès, même si la vision n'était pas waouh, on a voulu aider les gens à arrêter de fumer, donc on a créé un vaping device pour coacher les gens à arrêter de fumer. Et donc on pourrait challenger cette vision. Mais comme l'exécution a tenu la route, c'est qu'on y a mis du rythme, avec beaucoup de discipline, l'entreprise a eu un succès finalement et qui a amené à être achetée au bout de 2 ans. Voilà. Donc le reframe que moi je vous propose, si vous êtes lancé ou vous hésitez à vous lancer, c'est vraiment passer du temps sur la vision, il n'y a pas de problème, mais passer un maximum de temps sur l'exécution. Parce que c'est l'exécution qui est implacable, qui va vous dire s'il y a quelque chose en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment le point vraiment très important. Je dis très souvent à l'équipe qu'une vision très bien ficelée va moins loin qu'une exécution quelconque. Je pense que ça résonnera. En fait, l'exécution crée de l'action et du mouvement. La vision reste quelque chose de très inerte. Donc voilà, il vaut mieux y aller, se tromper. Et puis en faisant, on va d'ailleurs améliorer sa vision parce qu'on va tester très vite les choses. Vous me suivez ? C'est très studieux. Hein. Moi, j'étais moins studieux que vous à mon époque. Mais bon. Le troisième idée fausse, alors ça c'est peut-être quand on hésite, un des bloqueurs, c'est mais avec qui je me lance ?
Et alors le piège, moi, alors même si c'est indéniable que c'est un avantage, mais le piège, c'est d'être obsédé par la complémentarité. C'est de se dire, ah non, mais moi je suis ingénieur, il me faut quelqu'un de business, ah mais moi je suis business, il me faut quelqu'un d'ingénieur. Et en fait, c'est une considération qui est importante, mais qui ne tient pas compte de la première cause d'échec d'une start-up. Et la première cause d'échec d'une start-up, c'est le désalignement entre les fondateurs. C'est pas le manque de complémentarité. Donc, non, et quand on s'intéresse à la physique de l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, et c'est très compliqué, c'est un roller coaster, vraiment. Donc là, j'ai mis une photo de moi et mon associé, récente, du coup, qui est, je crois, de cette année, l'année dernière. Et donc, la première chose qu'on a fait avec mon associé, c'est qu'on a décidé de bosser ensemble, on n'avait pas l'idée. Donc moi, je ne suis pas allé vers lui pour lui dire « Ah, je veux créer un smoking cessation device », lui non plus. En fait, on s'est dit « On a de l'ambition, on a envie de bosser beaucoup, on aime bien travailler, on a envie de concrétiser nos valeurs de travail au quotidien. » Donc, j'en ai parlé un peu. On a un mode de vie, on était tous les deux célibataires à l'époque. Alors il se trouve que j'ai connu mon épouse qui est là pendant ma première aventure, mais on avait envie de donner beaucoup de notre temps à cette aventure. Et donc l'importance dans ça, c'est qu'il n'y a pas de jalousie dans l'exécution. On vit la même chose. Il y a des moments durs. Avant de signer son premier contrat, on en a vu 20 où ça a été un échec, et puis on a fake it until you make it, comme on dit. On fait, voilà, on donne l'impression que par magie on signe tous nos contrats, mais en fait non, il y a des moments vraiment très durs, surtout au début, parce qu'on est inconnu, on est vraiment nobody, donc c'est important d'avoir vraiment un wingman ou un wingwoman, je sais pas si ça se dit, mais pour tenir la route et puis pouvoir se serrer les coudes, et puis évidemment quand l'un est un peu moins en forme, l'autre il est un peu plus, et puis on se tire vers le haut. Et donc en tout cas dans le data point de Steve, personnel, moi c'est vraiment ce que j'ai privilégié, c'était d'avoir cet alignement sur des sujets humains et transposables et pas liés à l'idée. Voilà. Et donc mon conseil pour vous et mon reframe, c'est vraiment, plutôt que de chercher la complémentarité à tout prix, chercher le sparring partner. Je pense que ça, c'est vraiment hyper important, parce que c'est là où ça casse, hein, très, très, très souvent. Voilà. Y en a qui prennent des notes, c'est bien, ils se disent ils sont peut-être trompés. J'ai foutu la merde, ça y est. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est vraiment très, très ingénieur en plus. You need to know everything before starting. Donc ça, c'est quand on est étudiant, on veut tout savoir, on veut avoir fait tous les bancs de test, on veut tout checker, on est des ingés, donc on veut vraiment que le pont y tienne. Voilà. L'entrepreneuriat, renverse complètement cette logique dans le monde de l'IT. C'est la beauté de l'IT, c'est qu'on peut itérer, on peut corriger, on peut améliorer sans rappeler des milliers ou des millions de voitures. Même dans un secteur qui est réglementé et puis qui touche à l'argent comme le nôtre. Parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des branches de staging, donc on peut créer des environnements de test très vite. On peut montrer une partie du produit, enfin une variation du produit à 1% des utilisateurs ou à 0,1% des utilisateurs. Donc on peut vraiment itérer, les conditions sont réunies pour itérer et avancer en faisant. Et donc ça, c'est vraiment un point hyper important et sur lequel il faut vraiment se faire violence. Enfin, moi, je sais que je me suis fait violence en étant ingénieur EPFL, c'est qu'on veut tout nickel, avoir 6 sur 6 et tout, mais en fait, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'on apprend en faisant, en fait, et en se trompant. Donc c'est la rétrospective, d'ailleurs c'est un terme d'IT, la rétro, qu'on utilise beaucoup en IT. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de l'écart de connaissances. C'est quand on voit qu'on pensait que ce serait vert, mais en fait c'est rouge. Et ça, on s'en rend compte quand il y a un truc, quoi, quand il y a un produit et que les gens l'utilisent. Donc ça, c'est un exemple très Conto, c'est le CBS, Core Banking System. Quand on a lancé Conto,
on ne savait pas ce que c'était. Et du coup, on s'est associé à une entreprise qui fournissait cette capacité. Et le Core Banking System, vous imaginez ce que c'est la couche basse qui permet de gérer toutes les briques d'une banque, notamment le payment processing, le module de fraude, etc. etc. Okay, les ledgers, donc la compta. Et donc, dans notre cas, on a décidé d'utiliser les capacités d'autres. On a accepté qu'on ne savait pas, mais qui était quand même notre core business, mais que c'est en faisant avec d'autres qu'on allait apprendre à le faire. Mais sauf que cet apprentissage est devenu un bon problème parce qu'on a pu tester, en s'appuyant sur les compétences d'autres, on a pu tester qu'il y avait un product market fit. Et comme dans une start-up, le temps chaque jour compte, puisque c'est une start-up, donc en fait, le competitive advantage d'une entreprise qui débute dans la technologie, c'est sa vitesse. C'est dans la dénomination de la chose, hein, ça s'appelle start-up, vraiment. Et du coup, on s'appuie beaucoup et on n'essaye pas de tout savoir tout le temps, parce que sinon, ça aurait pris des années, voire des dizaines d'années. Voilà. Donc ça, c'est vraiment reframe pour vous sur cette idée fausse. C'est vraiment accepter que vous allez apprendre en faisant. Et bizarrement, c'est un peu antinomique, mais c'est utiliser votre esprit d'ingénieur, pas vos rigidités d'ingénieur, en tout cas moi c'est ce que j'avais, mais votre esprit d'ingénieur qui est d'étudier les problèmes un par un, d'accepter d'en mettre de côté, d'en prendre frontalement d'autres, et c'est OK en fait. Ce qui compte, c'est est-ce que vous avancez chaque jour. Voilà. Tout va bien ? C'est très, très, très cathédrale, OK. Celle d'après, alors, est-ce qu'il y a des CEO, des patrons dans la salle ? Il y a des patrons ? Un petit peu, ouais, un petit patron, OK. Petit patron, voilà. Donc ça, c'est un truc vraiment hyper important, c'est quand on est le patron, on se dit trop souvent qu'on doit tout savoir. En tout cas, moi, dans mon cas, j'avais cette image très... je ne sais pas, une idée fausse, c'est la définition de la misconception, en fait, c'est que j'avais cette idée que le patron, il doit vraiment en permanence tout savoir, et puis il ne faut vraiment pas confondre leadership et connaissance. Ça, c'est vraiment la clé. Donc évidemment, savoir, ça crée du leadership, mais il ne faut pas tout savoir. Un patron, c'est quelqu'un qui sait poser les bons problèmes, qui sait cadrer un catalogue de solutions, qui sait cadrer un environnement pour que la solution émerge. C'est pouvoir prendre des décisions dans l'incertitude. Donc c'est justement en ne sachant pas qu'on est un bon patron. C'est quand on ne sait pas tout. Parce que si on sait tout, tout le monde peut prendre la décision. Donc il faut arriver à développer l'intuition qui est la conséquence de rationnel finalement, puisque on arrive à connecter les points plus vite grâce à ça. Donc c'est là où être ingénieur, ça va être vraiment aussi un avantage, je pense. C'est vraiment, comme on est formé à résoudre tout plein de problèmes, si on enlève l'électronique, la science des matériaux, la chimie, puis qu'on se concentre sur le modèle mental, à l'EPFL, on est surentraîné à résoudre des dizaines de problèmes par jour. Et donc c'est là où ça devient intéressant, parce que résoudre un problème, c'est déjà le définir, le cadrer, l'évaluer très vite, si possible. Et donc voilà. Et puis c'est aussi, et c'est très important, savoir s'entourer. Donc là j'ai mis un screenshot que j'ai trouvé sur Google, c'est pas le dernier, mais c'est pour donner l'esprit. C'est de s'entourer. Donc ça c'est mon comité de direction. Et mon CTO, il est plus fort que moi en tech. Voilà. Heidrun, ma Chief Growth Officer, elle est meilleure que moi en marketing. Bon, et c'est OK en fait. Donc voilà. Et ça, c'est plus tard. Hein. Ça, c'est quand on est un petit peu plus nombreux. mais en tout cas, c'est pour vous donner, voilà, c'est pour vous donner un esprit, un état d'esprit. Ouais, donc je vous encourage vraiment à pas vous stresser de pas tout savoir. C'est pas du tout le but. Par contre, concentrez-vous sur poser les bonnes questions, cadrer les bons problèmes. S'entourer des bons, accepter qu'on ne sait pas, c'est un signe de leadership, de mettre un peu de vulnérabilité, de dire « Attends, ça, je ne sais pas, il faut qu'on appelle le meilleur, puis il va nous aider. » C'est complètement OK. Et voilà. Donc,
C'est vraiment ça le reframe pour moi. C'est que le rôle du patron, c'est de cadrer les problèmes durs. Les problèmes faciles, on n'a pas besoin de les cadrer, ils sont résolus tout seuls. Mais de cadrer vraiment les problèmes durs et puis de fédérer l'équipe autour de ces problèmes. Voilà, moi, quelque chose que je fais beaucoup aujourd'hui même, c'est quand les problèmes sont trop durs, les gens ont tendance à paniquer. Je fais aussi beaucoup de, attendez, on prend les choses une par une, et puis on se donne 2 jours pour faire ça, puis parce qu'en fait, il faut faire confiance que le cerveau va arriver à trouver. Mais c'est vraiment, vraiment important. Ça, je pense, c'est mon préféré, celui d'après. Donc, je mets un petit suspense. Parce que je suis en vacances, voilà. Donc, je vous le dis, je suis en vacances là, et donc j'ai mis l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Mais comme c'est un plaisir, ce n'est pas du tout un problème. Mais on dit souvent, de manière très infantile, quand on sort d'école, on se dit « Ah, moi, je vais monter mon truc, je vais être libre, je vais pouvoir faire ce que je veux, je vais me lever quand je veux, je vais m'organiser comme je veux, puis moi, je veux travailler 3 jours par semaine, et puis ceci, puis cela. » Bah, franchement, ça ne marchera pas. Donc, juste, il faut que ce soit clair. La réalité, par contre, c'est que l'entrepreneuriat, ça donne la responsabilité de pouvoir tout assumer. Donc, c'est vraiment ça. C'est que on travaille beaucoup. Nous, on travaille honnêtement, ouais, vraiment beaucoup. J'étais en vacances, j'ai travaillé tous les jours, pas mal, pas genre 5 minutes. Mais je m'en plains pas parce que ça me donne énormément de passion dans le travail. Ça me permet de décider, de choisir, de comprendre. C'est des problèmes durs, des problèmes intéressants. Ça permet de rencontrer des gens aussi assez, très bons, donc ce qui est quand même très, très sympa. Contrôler son destin. Voilà, de plus, ça c'est peut-être peut-être ça va déranger certains, mais quand on est entrepreneur, on ne peut plus se plaindre des autres. Enfin, on peut un peu, parce qu'on est humain, donc on le fait, mais on ne peut plus dire c'est le patron qui est nul. En gros, ouais, si ta boîte ne marche pas, c'est un peu de ta faute. Donc, mais bon, peut-être que tu n'aimes pas te regarder dans un miroir, mais en gros, c'est ça la réalité de la chose. Donc voilà, voilà, c'est un peu douloureux, mais c'est hyper jouissif. Et puis moi, en tout cas, je peux plus. C'est comme on dit, un one-way door decision, c'est que je peux plus retourner en arrière. Enfin, je crois. On ne dit jamais, mais je sens. Voilà. Donc là, c'est pas du tout Conto ou Smokyo. J'ai pris Spider-Man. J'aime bien les comics avec de grands pouvoirs. On a de grandes responsabilités. Donc l'entrepreneuriat. La short answer, c'est que c'est pas de la liberté, mais c'est un sentiment de liberté. Vous voyez, c'est un peu un truc bizarre, et donc, mais c'est très jouissif. Voilà. Mais c'est pas lifestyle, contrairement à ce qu'on peut se dire parfois quand on l'a pas pratiqué pour de vrai. Voilà. Un que j'aime bien aussi parce que quand on commence à avoir du succès, l'optique des gens change, le regard des autres change. Mais nous, on est toujours la même personne. Et donc, les gens apprécient le travail de l'entrepreneur de l'extérieur, avec les levées de fonds. Bah, c'est ce dont on a parlé d'ailleurs. Les exits, les courbes de croissance, la rentabilité. C'est des trucs vraiment bien, hein, c'est des vrais artefacts utiles. Mais on ne voit pas le quotidien. Et le quotidien, on en a un petit peu parlé dans les autres idées fausses. C'est des longues périodes d'incertitude et ça n'a rien de spectaculaire. Donc c'est là où aussi ça peut être intéressant de se demander en quoi l'EPFL peut aider. C'est que c'est vraiment, on travaille vraiment en fait à l'EPFL. Non mais c'est une vraie. Moi je me rappelle avoir quand même bossé. Non mais quand même, même si j'essayais d'optimiser déjà à l'époque, j'ai quand même vraiment bossé. Et voilà, et le travail, c'est un travail de fond en fait. C'est pas un travail shiny. La gloire, c'est 5 minutes quand la famille voit l'article. Et mon père a compris ce que je faisais en voyant l'article dans les Échos ou je sais pas. Mais en fait, le vrai travail, c'est ça, quoi. J'ai grisé parce qu'il y a des informations confidentielles, mais on a 22 projets au premier semestre 2026. Et c'est de s'assurer que ces projets, ils tiennent le rythme, au bon niveau de coût, au bon niveau de qualité, qu'on a les bonnes conditions du succès avec la bonne équipe autour, pas trop grosse pour qu'elle avance vite, mais bien staffée quand même.
Et puis ça, c'est tous les lundis matins, je fais mon meeting avec mon associé, mon chief of staff, et puis on redescend, quoi. Non, mais en fait, c'est ça le boulot. Et voilà, faut aimer ça. Moi j'aime bien travailler, je vous l'ai dit. Donc j'aime bien le vrai travail aussi, j'aime bien les moments plus rigolos comme maintenant, qui n'est pas vraiment du travail non plus, mais une variation du travail, mais en tout cas c'est vraiment ça le cœur, c'est de se pointer et puis de rentrer dans les sujets un par un et de les craquer un par un et de les suivre toutes les semaines. J'hésitais à mettre une capture d'écran de mon agenda pour vous montrer qu'il y avait trop de choses à griser, donc mais pour vous montrer qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour... il n'y a pas des grands slots de « Ah, on va annoncer la levée de fonds ». Vous voyez, c'est un vrai travail, en fait, derrière. Et donc, le succès, ça vient de faire les choses. C'est ça. Ce qui est shiny, c'est une conséquence. Mais l'entrepreneuriat, il faut aimer, en fait, le vrai travail de fond, avoir les points durs qu'on n'arrive pas à craquer, faire des trucs ennuyeux, faire le même weekly meeting toutes les semaines. Oui, bon, c'est évident, mais on se comprend. Donc voilà, répéter, avoir des échecs, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est une vraie idée fausse aussi, et surtout en tant qu'ingénieur, on aime bien faire des produits parfaits, puis on aime bien fabriquer des produits parce que ça donne c'est concret, on peut le toucher, c'est mesurable, c'est gratifiant, on peut le montrer à ses copains, regarde, c'est génial, mais un produit qui ne se vend pas, ça ne sert à rien en quelque sorte. Donc le faire fonctionner dans un écosystème existant, dans une réalité existante, avec des concurrents, avec des canaux de distribution donnés, dans le cas d'une banque, ou d'un substitut, qui est notre cas, parce que techniquement on n'est pas une banque encore. Il faut comprendre à quel moment les gens ouvrent des comptes, pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent, et du coup il faut faire les bons partenariats avec le bon point d'entrée, et donc c'est pas juste faire un produit qui marche. Et donc là j'ai mis un exemple ça ne doit pas forcément vous parler, certificat de dépôt. Alors en tout cas en France et dans la majorité des entreprises en Europe, l'Union européenne, pour créer une entreprise, il faut faire un dépôt de capital initial. Je pense que c'est la même chose en Suisse pour une personne morale. Et chez Conto, on a été les premiers à construire un produit qui permettait de faire ça, mais le produit, c'était un pourcentage de la solution. Une des grosses parties de ce qu'on a fait aussi, c'est d'avoir une équipe humaine, un back-office hyper bien réglé, avec un système FIFO de dossier pour le traiter en quelques minutes, alors qu'une banque traditionnelle le faisait en semaines. Donc on n'est plus dans le domaine du produit, on est dans le domaine de l'organisation, des gens, des bons process. On a fait des partenariats pour que les entreprises qui se créent trouvaient sur leur chemin « Ah, Conto peut le faire en 1 heure ou en quelques jours », pour qu'ils se disent « Ah bah ouais, j'ai pas le temps en fait, donc je vais utiliser Conto ». Et donc ça, c'est des partenariats, c'est à identifier où est le bon moment et quand est le bon moment. Et donc voilà, j'espère que ça vous parle un peu plus du coup, mais c'est vraiment c'est une expression qu'on dit beaucoup dans l'équipe Product Management chez Conto. On utilise le terme « build to sell ». Donc il faut construire déjà en pensant à la vente, et construire ça suffit pas, il faut ensuite activer le reste, quoi. Le pricing, c'est vraiment assez large, quoi. Et donc quand on est ingénieur, faut se faire un peu mal et sortir de ce « Ah, j'ai fait un super produit, il va marcher », parce que ça va pas marcher. C'est un right to play, c'est-à-dire que vous n'avez pas un bon produit, ça va être compliqué. Mais avoir un bon produit, c'est pas une condition suffisante. Voilà. Mais c'est indéniable que c'est une condition vraiment nécessaire et un vrai competitive advantage d'avoir un bon produit. Ça. Du coup, déjà, les sales, ils gueulent pas, les choses sont plus simples. Donc voilà, c'est vraiment construire un produit, puis penser à la vente, comment il va être consommé.
et s'occuper vraiment de tous les points d'entrée, parce que sinon, vous allez dépenser énormément de... Enfin, nous, on a eu ce reality check en tant qu'entrepreneur, c'est que voilà, on peut vite perdre de vue ce point. Voilà. La dernière, attention, la concurrence est votre plus grand problème. Donc déjà, je vous le dis, s'il n'y a pas de concurrence, c'est mauvais signe. C'est peut-être une mauvaise idée. Donc, juste que ce soit clair. Donc, non, mais il y a des raisons pour lesquelles les marchés ne sont pas pris très souvent. Donc il ne faut pas avoir peur de la concurrence. C'est sûr qu'une concurrence très violente, ça aide pas. Ça aide pas. Nous, on est dans un secteur très concurrentiel, je ne vais pas vous l'apprendre. Donc il faut être malin, il faut innover, vraiment. Mais en tout cas, c'est vraiment pas le... Ça aide pas, mais c'est pas le problème principal. Et quand on regarde pourquoi une entreprise rate, c'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de concurrence. La concurrence est un catalyseur de l'échec, mais c'est pas le responsable de l'échec. Ce qui fait que ça rate, c'est parce que on a ce qu'on appelle l'inertie, c'est-à-dire qu'on prend pas les bonnes décisions. On se perd en meeting, on perd de vue là où on veut aller. On s'invente que nos priorités sont celles-ci, alors qu'en fait, c'est de bouger les projets et de les faire gagner, ou de signer des deals. Et donc, mais on n'arrive pas à se dépatouiller. Et donc, très souvent, les entreprises se plantent. J'ai mis un petit cartoon que je vais vous lire, parce qu'en fait, elles se perdent dans leur process, quoi, en fait, tout bêtement. Donc ça, c'est une petite BD que je montre en onboarding chez Conto toutes les 2 semaines. Donc nos process internes sont inefficaces. On ne peut pas mettre les produits au marché avant qu'ils ne deviennent obsolètes. Donc la personne répond, Gilbert, je vais créer une task force multidisciplinaire pour creuser le sujet. Et donc la personne répond, tu veux utiliser un système inefficace pour fixer un système inefficace. Ça s'appelle combattre le feu avec le feu. Et donc c'est vrai que chez Conto, la concurrence ne nous aide pas, ça nous oblige à être fort et vite, il n'y a pas de doute, mais ce qui nous tue, c'est quand on devient bête autour de la manière dont on gère l'entreprise. Voilà. On perd de vue la réalité, le business, le client. Quand on grossit, c'est peut-être un peu moins de l'entrepreneuriat early stage, mais peut-être scale-up et pas start-up. C'est que on appelle ça big company disease, quoi. C'est quand les gens font des meetings plus pour parler des clients, mais pour parler de comment ils vont faire le prochain meeting. Et ça, c'est vraiment ça flingue. Voilà. Donc le reframe, c'est pas la concurrence qui va complètement vous tuer. C'est vraiment ça serait vraiment ne pas accepter de se regarder dans un miroir. C'est sûr que ça aidera pas si c'est très concurrentiel, mais c'est vraiment d'être vigilant sur l'inertie qui vient très vite. Hein. À une 20aine de personnes déjà, on fait des trucs très bizarres. Donc, voilà. Je crois que je suis dans les temps. On va passer au Q&A, mais peut-être juste avant, comme je vous le disais, pour faire la boucle, pour boucler la boucle du début, j'espère que ce témoignage candide a résonné avec certaines de vos questions. Pour les entrepreneurs en graines qu'il y a dans la salle. En tout cas, moi, je vous encourage à vous lancer. Et si vous ne voulez pas vous lancer, c'est votre jour de chance. Nous, on recrute chez Conto. Donc, je fais un petit product placement. Hein. Donc, allez-y, vous contactez. On a un email, epfl-talent@conto.com. Si vous êtes fainéant, voilà, il y a des fainéants, j'aime bien. Vous prenez le QR code. Nous, on recrute en tech, product management, security, finance. Donc vous pouvez nous envoyer un mail. Mais quand même, lancez-vous, c'est quand même mieux. Mais si vraiment vous n'y arrivez pas, vous venez. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai quand même une petite question. C'est vrai que tu as fait le PFL, mais après, tu es quand même allé travailler, non ? Dans le conseil, etc. Mais parce que j'ai pas eu une présentation comme ça. Ah, ok, c'est pour ça. Mais après, tu as quand même fait une business school, l'INSEAD. J'aimerais savoir justement, c'est quand
Déjà, est-ce que juste avec les skills d'ingénieur, ça suffit pour se lancer, ou est-ce que le fait d'avoir fait une business school après, t'as quand même donné des bases, et puis le fait d'avoir travaillé dans le conseil, t'as donné quand même des bases intéressantes pour après, ouvrir ton esprit. Et c'est quand le meilleur moment, en fait, pour se lancer? La question à 1 milliard. Moi, je pense que j'ai fait l'INSEAD à une époque où je devais encore expliquer ce qu'était le PFL. Quand j'ai commencé à bosser il y a 20 ans, le PFL a beaucoup changé en 20 ans, comme tu le sais. Tu y es pour quelque chose, je crois. Ouais. Mais je pense que... Et il y avait cette première raison. Cette deuxième raison, c'est qu'au bout de 4 ans de conseil, 3 ans de conseil, je ne savais pas encore vraiment ce que je voulais faire. Je crois que j'avais cette graine d'entrepreneur, mais je n'osais pas trop. Et donc, très souvent, on fait un MBA, donc un master en business en complément de son master ou son bachelor, après avoir travaillé. C'est le cas de l'INSEAD, il faut avoir bossé pour pouvoir postuler au MBA. Je l'ai fait vraiment en thérapie professionnelle. Non, mais parce que tout bonnement, je voulais pas rester consultant. Bon, l'impact, heureusement d'ailleurs avec ChatGPT. Mais c'est une blague. Non, mais je voulais pas rester consultant. Je voulais avoir un impact. J'étais ingénieur. Je voulais aller au bout des choses en fait. C'est vrai que consultant, c'est in and out quoi. On fait et puis on s'en va et puis on revient et puis on change de client. Et donc l'INSEAD m'a permis de compléter mon vernis ingénieur, mon état d'esprit ingénieur avec du business. Et puis ce qui est assez génial à l'INSEAD, c'est évidemment le cursus qui est très bon, mais c'est qu'on est entouré de gens un peu comme nous, qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire après ou qui ont une petite idée, qui viennent de plein d'horizons différents. Et moi, dans mon groupe de travail, j'avais un Indien qui venait du private equity, une Brésilienne, une Polonaise canadienne, un Malais, ouais. Et du coup, ça ouvre vraiment les horizons dans les groupes de travail. Donc, c'est un super complément, moi, j'ai trouvé. Et c'est vrai que c'est la combinaison des deux qui m'a donné confiance pour me lancer. Je pense, mais j'ai pas tout de suite voulu. J'ai d'abord fait 1 an dans une scale-up, mais j'avais déjà en tête que j'allais y aller. Donc, voilà. Donc, c'était plus une question de temps que de décision. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu penses du coup qu'on est entrepreneur, ou est-ce que pour toi c'est quoi les qualités essentielles nécessaires pour que ça marche? Tu nous as donné pas mal de hints, mais... Je pense que c'est toujours c'est très personnel, mais je sais pas, il faut avoir une petite défiance à l'autorité. Non, je pense qu'il faut avoir je pense aimer bosser, ça c'est important. Aimer faire, c'est pas exactement la même chose, mais vraiment aimer produire, faire des choses, pas avoir peur pas stresser dès qu'on rate. Je pense que c'est des qualités importantes parce que moi, du coup, dès que je rate, je me relève et puis j'y vais et puis c'est pas grave en fait. Donc je pense que c'est important de pas trop somatiser les échecs. Je pense qu'il faut être... J'imagine beaucoup, moi, le métier d'entrepreneur comme celui de réalisateur de films. On connaît plein de choses, mais on est expert de rien. On est expert de plein de choses, mais de rien en même temps. C'est-à-dire qu'on doit diriger tout un tas de... Alors, on sait faire des choses soi-même. On sait peut-être filmer pour certains. George Lucas, peut-être qu'il savait filmer lui, puis après, il a eu un cadreur. Mais il avait peut-être des dominantes, mais on s'entoure de gens qui sont forts, et puis on a des modèles mentaux, des structures d'esprit que le PFL donne d'ailleurs assez efficacement pour diriger une équipe polyvalente. Je pense que ça, c'est vraiment clé, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Et donc maintenant, voilà, tu en es où en fait? C'est quoi ton plus gros challenge aujourd'hui? Et c'est quoi les next steps pour Conto? Moi, mon plus gros challenge, donc on est 1600, presque 1700, mon plus gros challenge, c'est de mettre en permanence de l'entrepreneuriat dans la boîte. C'est que quand la boîte grandit, on perd la spontanéité. Et du coup, tout devient est-ce que j'ai le droit de, est-ce que je peux, etc. Donc remettre de la suggestion, de l'entrepreneuriat, du droit à l'échec, du DARE, quoi, de la permission de. Ça, c'est vraiment, je passe beaucoup de temps là-dessus.
Et c'est du... Ouais, je pense que ça, c'est vraiment le point compliqué dans une scale-up. C'est vraiment un sujet de scale-up. Donc quand on atteint une taille critique, les gens se disent que la boîte va fonctionner même si eux ne sont pas à fond. Non. Mais c'est l'optique, donc on ne peut pas lutter contre cette optique. C'est sûr que quand on est très nombreux, on se dit que si moi j'y vais pas, c'est pas grave. Et donc il faut remettre ce entrepreneurial mindset partout. Et du coup, la suite pour Conto, on a beaucoup de sujets, mais c'est, je pense on l'a dit et c'est dans la presse, on a envie d'aller plus loin sur la stack banque. Donc aujourd'hui, on a été très loin sur le paiement. On fait même du crédit, mais très encadré, du crédit adossé à du paiement dans le cadre de notre licence. Et on a envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est et débloquer des poches de valeur pour les PME. Je pense que geo-expansion, c'est vraiment un sujet important. C'est très dur de scaler en dehors de son marché. C'est très compliqué à faire. En particulier parce que on n'est pas... Conto n'est pas une entreprise globale par nature, on appelle ça glocal. C'est-à-dire qu'on peut être global, mais avec des spécificités par pays, et qui ne sont pas juste traduire la langue. C'est vraiment plus profond que ça. Donc nous, craquer ça, il faut qu'on continue et puis qu'on y aille vraiment. L'IA, c'est vraiment un sujet hyper clé, aussi bien pour les clients finaux que pour la manière de bosser. Ça inverse tous les paradigmes de travail. On en parlait, je visitais le Spot tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, le PRD, Product Requirement Document, il se fait en faisant le prototype. C'est avec l'IA. Enfin, on prompte simplement et on a une base déjà qui permet de réfléchir, de manipuler. Et donc, ce qui prenait 3 mois prend maintenant 3 jours. Et donc, ça inverse complètement le cycle de développement et ça va ouvrir des poches de valeur énormes aussi pour mes clients utilisateurs finaux. Et puis, il y a tous les produits adjacents qui sont intéressants pour nous parce que aujourd'hui, on ne propose pas que des solutions, enfin, on ne propose pas un compte et du paiement, mais on propose aussi de la facturation, ce qu'on appelle accounts payable, accounts receivable, cash flow management, donc des dashboards pour mieux gérer son cash. Donc, on a toute cette suite de finance management qu'on veut enrichir. Et voilà, donc, il y a vraiment encore au moins 10 ans de boulot. Encore 10 ans avant de lancer ta prochaine start-up. Minimum. Okay. Minimum. On sera patient alors, que tu reviennes chez nous. Ok, bah maintenant j'ouvre en fait aux questions du public, si vous en avez. Oui, bonsoir. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Moi, j'avais une question sur l'IA. Vous en avez parlé juste là maintenant un peu. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment vous l'intégrez chez Conto sans dévoiler de secrets professionnels? C'est 2-3 indications sur la manière dont vous intégrez l'IA dans vos process et la manière, le type de gouvernance que vous déployez chez Conto. Et si jamais vous ne voulez pas trop parler de votre entreprise, de manière plus générale, ce que vous en pensez dans le monde de l'entreprise. Pas de problème. Nous, il y a vraiment 2 fronts. Il y a le front interne. Et puis là, notre stratégie interne, elle est assez simple. C'est que nous, en tant que dirigeants, on invite tous les employés à adopter l'IA maintenant, pas demain. Et on fournit la logistique, c'est-à-dire qu'on a un système de licence où n'importe qui peut utiliser et tester n'importe quoi très vite. Et donc là, c'est vraiment plan, do, check. Donc les gens peuvent expérimenter. Et puis quand ils voient qu'ils sont sur quelque chose d'intéressant, là, on va le budgéter en quelques jours. Enfin, on va le professionnaliser. Mais du coup, on a vraiment une approche très décentralisée de la chose. C'est pas suffisant, donc on complète ça avec des projets de boîte. Donc tous les 3 mois, on met à jour ce qu'on appelle un Founders Memo. Donc c'est 2 pages qu'on donne à toute la boîte, où on met la direction de la boîte, etc. Et puis il y a des projets et on a de plus en plus de mise en évidence de sujets IA qui vont être qu'on veut craquer. Enfin des sujets qu'on veut craquer avec l'IA parce qu'on sait que ça se craque avec l'IA. Et donc aujourd'hui, on a plus de 50%
notre service client qui répond complètement avec de l'IA, des touches, enfin des tickets. Mais on a des dizaines d'exemples comme ça. Voilà. Et le deuxième volet, du coup, c'est qu'est-ce que voit l'utilisateur, en quoi l'IA crée de la valeur dans son interaction avec le produit. Et donc là, on est en bêta depuis quelques mois et ça sort, je crois, fin mars ou avril. On va sortir notre hub d'agents. Donc les clients Conto, vous pouvez avoir des agents dans l'application pour get things done, très, très vite, des choses qui prennent beaucoup de temps. Donc on sort un opérateur qui va orchestrer tout ce que vous pouvez faire dans Conto, mais en conversationnel, en type and voice. Et cet orchestrateur va appeler d'autres agents et on va sortir plusieurs agents. Donc un analyste qui va vous donner des insights, un collecteur qui va récupérer tous les justifs que vous voulez partout. Voilà, enfin, on va créer vraiment ça et ça c'est en Q2. Voilà, donc c'est déjà, je crois il y a 7 ou 000 users qui sont déjà dessus. Et puis on va enrichir en permanence. Ça va devenir AI, design for AI. Enfin, c'est vraiment maintenant, je ne sais pas si c'est. Il y a un modèle intéressant, c'est est-ce que l'IA assimile ou est-ce que l'IA accommode? Et l'accommodation, ça change le système. L'assimilation, c'est ça rajoute dans le système existant. Puis l'IA accommode vraiment tout maintenant. Donc voilà. Je fais des longues réponses, donc tu n'hésites pas à me. Oui, pardon. Ici. Merci pour la présentation. Vous avez créé Conto sur le marché français qui est assez grand et centralisé. Est-ce que ça aurait été réaliste de créer et d'avoir le même succès ici? Vu comme ça est fragmenté, les langues, etc. Ben nous, on n'est pas en Suisse. Je sais pas. Non, mais je vous avoue, je me suis pas posé la question. Nous, la manière dont on a priorisé nos marchés, c'est que on a été c'est 2 critères. Il y a un peu plus que ça, mais si je fais très grande masse, c'est 2 critères. C'est quoi les plus gros pays et c'est quoi les pays où il y a le plus d'appétence tech-savvy. Et c'est comme ça qu'on a décidé ensuite, on a fait un FIFO des pays. Donc la Suisse, non, on n'a pas regardé pour une raison assez différente, cela dit, pour la Suisse. Mais on ne dit jamais jamais. Hein. J'espère que la vie de la boîte est encore très longue. Parce que le payment scheme n'est pas exactement le même. Et donc, pour l'Europe, c'est la zone CEPA. Et pour la Suisse, c'est un peu différent. Voilà. Donc, c'est moins un fruit mûr pour nous, pour le dire comme ça. Très studieux. Bonjour et merci pour la conférence. On entend souvent parmi les entrepreneurs qui arrivent à une boîte avec une certaine maturité qu'il y a des founders pour passer de 0 à 1 et des entrepreneurs pour scaler ensuite de 1 à N. Vous en êtes à peu près où? Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur votre profil, vos limites? Est-ce que vous vous retrouvez dans les 2 modes? Je pense, c'est une très bonne question. Enfin, les autres étaient très bien aussi, mais c'est vraiment une question. Non, mais que je me pose régulièrement et personnellement parce que c'est hygiénique de le faire, je pense. Je suis non seulement dirigeant, enfin co-dirigeant, parce qu'on est 2, mais je suis aussi actionnaire et donc je veux aussi faire le mieux pour le succès financier de la boîte aussi. C'est pas que de la passion. C'est un mix de plein de choses. Et moi, je me suis déjà posé la question et pour l'instant, je suis assez lucide sur le fait que founder-led, c'est quand même beaucoup mieux quand les fondateurs arrivent à se développer avec la boîte. Et c'est pour ça que je parlais de bouquins. J'ai volé le titre d'un bouquin pour la lecture d'aujourd'hui. Mais se former en permanence, avoir des coachs même officieux, des gens qui savent faire des trucs qu'on n'a pas encore vus, mais à qui on peut parler, du mentorat, même informel, et être en permanence en apprentissage, c'est vraiment la clé. Sinon, on peut pas. Je pense qu'on ne peut pas réussir. Donc moi, en tout cas, j'essaye de m'imposer ça.
de coacher, de se faire coacher, de faire coacher son comité de direction. Enfin, je pense qu'on essaye de traiter sa carrière quand on est fondateur, quand on est dirigeant, comme du sport de haut niveau, quoi. On essaye de le gérer comme ça, parce qu'évidemment, personnellement, ça m'intéresse beaucoup plus de faire encore plus réussir Conto que de recréer quelque chose. Enfin, ça m'a pris 9 ans pour arriver là sur Conto, et je suis même pas sûr d'arriver à faire mieux. Mais peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment arriver à titre personnel et en termes de skill set à passer au niveau vraiment décacorne, quoi. Enfin, vraiment le niveau d'après, ouais. Ça, j'aimerais bien. Voilà, mais c'est une vraie question. Si tu es entrepreneur, c'est une question que tu vas te poser à un moment selon où tu en es dans ton. Si tu as envie ou pas. Mais ça part de l'envie, vraiment. C'est vraiment ça au début. J'ai aussi une question par rapport à la société que vous avez développée, essayé Smokio, et puis là actuellement Conto. Au début, je trouve que quand on crée quelque chose, on a ses propres moyens, que ce soit au niveau financier, budgétaire, temps et compétences. Mais à un moment donné, l'aspect financier peut être un frein, un souci. Comment ça s'est passé pour vous ? Je pense qu'il faut déjà se dire que lever des fonds, c'est un skill, c'est pas de la chance. Donc déjà, faut traiter ça comme quelque chose à apprendre. Parce que si vous dites, moi j'ai pas d'argent, comment je vais faire, c'est injuste, vous allez passer à côté de votre vie d'entrepreneur, quoi, un peu, je pense. Moi, je trouve que lever des fonds, c'est hyper bien, parce que c'est un reality check pas du tout émotif, pas du tout émotionnel, et très objectif de est-ce que l'idée et l'exécution, le début d'exécution tient la route. Donc moi, en tout cas dans le cas de Smokio et de Conto, nous on a voulu lever des fonds vite. Il y a des boîtes qui disent « Ah non, mais moi je préfère montrer que… » et tout. Moi, mon expérience, et quand on lève vite, on dilue ses parts un peu, mais on a un proof qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent parce qu'ils se disent « ça peut être gros ». Et quand il y en a un, il y en a peut-être un deuxième, puis un troisième, et puis en fait, tout ça est un cercle vertueux qui fait que vous allez changer votre manière de regarder votre taf aussi, votre boulot. Et donc voilà, moi j'irais vraiment traiter le financement comme un vrai skill, une vraie compétence. Et puis commencer très tôt, même quand le meilleur moyen de lever des fonds, c'est de ne pas lever de fonds. Non, mais c'est de commencer déjà à networker, de papoter avec des investisseurs, d'aller les rencontrer, d'aller à Londres, d'aller à ceci, d'aller à ça. Puis de vous exposer déjà, et puis de fil en aiguille, le jour où vous aurez besoin, vous pourrez activer. Ça vous est arrivé justement pour d'autres idées que vous avez Est-ce que ça vous est arrivé justement de pitcher une idée ou de vouloir lancer autre chose et que finalement ça s'est pas fait? Ah ouais, ok. Tout le temps. Moi, franchement, j'en parlais, on en parlait tout à l'heure, non? J'ai fait un startup week-end en 2012. Ouais, avant Smokio, avec le même associé. On s'est associés avant d'avoir une idée. Et tous les jours, on se voyait à 8h du mat'. 8-9 heures. Donc c'était sérieux. Puis on était des bons consultants, donc on a fait un petit spreadsheet, on mettait des idées, on les évaluait. Et puis on a fait un startup week-end et l'idée c'était Corner Space, ça s'appelait Corner Space, c'était Airbnb pour les locaux commerciaux. Et on a pitché l'idée, puis on a gagné le week-end. Et on a gagné 1 heure de mentorat avec un partenaire d'un fonds. Et 3-4 mois plus tard, je ne sais plus exactement, mais quelques semaines ou mois plus tard, la personne nous appelle et nous dit hey, vous avez gagné 1 heure avec moi, il faut qu'on l'organise. Et on avait changé d'idée. Mais comme il a vu qu'on était au taquet, il nous a invités et puis on lui a pitché Smokio, il a investi dans Smokio. Voilà. Donc il faut provoquer sa chance, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon vécu, mais il y a peut-être d'autres manières, mais dans mon cas, ça a toujours marché. Bonsoir. Merci beaucoup déjà pour la présentation et bravo. Je suis juste là. Et moi, j'ai une question un peu plus personnelle. Du coup, c'est plus. J'espère que ça va servir à tout le monde, s'il vous plaît. Okay, non, mais je dis peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans la même situation aussi. Donc, et au pire, j'aurai une réponse à ma question, donc c'est toujours bienvenu aussi. Moi, je suis dans une situation où j'hésite. Par exemple, j'ai une petite start-up. Je commence à avoir un peu de traction aussi, mais c'est très early stage. Et en même temps, il y a des startups similaires dans le même milieu qui sont parfois un peu plus avancées. Est-ce que
Donc pour mon dilemme en l'occurrence, c'est de dire je continue à tout prix tout seul parce qu'il y a un peu cette obsession, je ne sais pas si justement saine ou malsaine de dire je veux que ce soit la mienne, ou de rejoindre à très early stage une startup dans les premiers employés. Est-ce que dans votre expérience, c'est aussi quelque chose où les premiers employés peuvent aussi devenir un peu comme des late co-founders, ou est-ce que ça c'est un peu une... Voilà, je veux juste un peu différencier, est-ce que c'est une obsession malsaine de se dire je veux à tout prix que ce soit mon truc, ou est-ce que de rejoindre quelque chose d'autre, ça peut aussi être intéressant? C'est plus le même job. C'est-à-dire que si c'est pas equal for equal, c'est-à-dire que la boîte de qui tu te rapproches est beaucoup plus grosse que toi, bah, tu vas devenir employé. C'est pas le même job. Et c'est bien d'être employé. Moi, je l'ai été, c'était déjà très bien. Mais si t'as dans les tripes que tu veux vraiment faire ton truc et tout, c'est tellement personnel, je sais pas répondre. Ouais, je suis désolé. Un avis personnel de qui ça dépend pour qui, ça dépend avec qui, je sais vraiment pas répondre. Oui, mais c'était plus, peut-être vous avez travaillé aussi avec sûrement vos premiers employés chez Conto, etc. aussi, qui avaient peut-être des ambitions similaires, ou comment, je sais pas. Je sais pas. Franchement, c'est tellement. Mais je sais que une boîte qui se fait racheter, on est plus entrepreneur vraiment. C'est clair. Ouais. On l'est, mais plus trop. Merci beaucoup. Merci. Il y avait là, je sais plus. Ouais, alors après toi, vas-y, toi et toi. Je vous le passe après. Merci pour votre présentation et bravo, on ne monte pas des licornes tous les jours. Et votre humilité également. J'aimerais juste que vous élaboriez, si c'est possible, exactement sur ce que vous avez touché du doigt à l'instant, avec votre partenaire, puisque vous avez choisi le sparring partner d'abord. Comment est-ce que vous avez sélectionné cette idée de Conto? Est-ce que vous en aviez d'autres? Comment ça s'est passé le process? Est-ce que ça a été efficace ou pas, votre entonnoir de sélection? Et puis pour tous les jeunes qui sont dans la salle, est-ce que demain, si vous auriez une autre licorne à monter, dans quel boulevard est-ce que vous investiriez? Alors, ça fait 3 questions en une, ça c'est malin. Je fais la même chose, moi. Donc, le problème, c'est que moi, je retiens qu'une seule question. Du coup, la première question, c'était comment on a choisi l'idée? Alors, la manière dont on a choisi l'idée, assez bêtement, on a listé plein d'opportunités. C'était en 2013, du coup, on regardait beaucoup ce que se faisait aux US, parce qu'il y avait vachement cette tendance de copycat, notamment avec je ne sais pas si on appelle ça un startup studio ou un incubateur, non, c'était ni l'un ni l'autre, mais Rocket Internet, à l'époque, était connu pour copier des succès américains en Europe. Et donc, on regardait beaucoup de TechCrunch, on regardait toutes les news des boîtes et des tendances, et puis on les évaluait pour notre marché. Et puis, exactement, eBay, exactement. Groupon avec CityDeal, etc. Et du coup, à chaque fois, on a fait ça. Et puis, mais la clé pour se lancer, bizarrement, c'était pas tellement l'idée. Ça a été qu'on s'est contraint dans le temps. Donc, avec mon associé, on s'était donné, je sais plus exactement, c'était 3 ou 4 mois. On s'est dit, bon, si dans 4 mois, on n'a rien fait, on arrête. Quand on s'est approché des 4 mois, on a failli arrêter. Puis on s'est dit, vas-y, on prend un truc. Et puis, au pire, on fait ça 6 mois. Puis dans 6 mois, on verra si on est bien ou pas. Et au pire, on retournera bosser, on aura une histoire sympa à raconter. Et en fait, c'est en faisant on se convainc qu'on peut le faire et tout. Voilà. Donc, l'idée, bizarrement, on l'a trouvée pas bête, mais on n'a pas été « Waouh, on est sur une idée miraculeuse, c'est celle-là », on n'a pas eu d'épiphanie. C'est plutôt la forcing function là, du temps qui nous a obligés à choisir quelque chose pour se lancer. Voilà. Et la deuxième question, c'est... Parce que je ne fais qu'une... C'était quoi? L'efficacité de votre process de sélection qui a Conto. Ouais, puis alors sur Conto, c'était très simple. C'est comme on avait déjà monté une boîte et qu'on était très très mécontent de l'expérience de la gestion financière au sens large. On appelait ça la boîte à chaussures, c'est les reçus où il fallait bloquer 3 heures par semaine pour faire un peu la finance et tout. Comme on a détesté le faire sur Smokio, notre première boîte, du coup, la question était plutôt, et ça a duré quelques jours, est-ce qu'on se relance ensemble? Ensuite, on a regardé les trucs qu'on a détestés sur la première boîte, dont le sujet de Conto, mais il y avait aussi l'assurance, il y avait 2-3 petits sujets.
Et puis ensuite, on a décidé on a vu qu'on n'était pas les seuls à détester gérer sa finance en tant qu'entrepreneur. Donc à l'époque, il y avait Facebook très actif. Il y avait des groupes qui s'appelaient French Start-Upper sur Facebook, etc. Et tous les jours, les gens se plaignaient de leur banque. Et donc du coup, on a vu que le marché était énorme. Et on s'est dit, bon, on n'est pas tout seul. On a vécu le truc. Et le marché est gros, on peut en faire un business. Et du coup, c'était un point cardinal de plein de sujets qui nous intéressaient. C'est complexe, c'est régulé. On aimait bien. Et donc du coup, on s'est lancé comme ça. Donc Smokio, Conto, c'était plus simple que Smokio. Smokio, c'est le process que j'ai décrit avant. C'était plus compliqué. Il y avait la jeune fille. Bon, déjà, merci pour la présentation. Et moi, la question que j'avais, c'était justement en scalant comme ça, donc en augmentant les effectifs et puis avec la croissance, est-ce qu'il y a des méthodologies, des choses que vous avez mis en place aussi dans votre daily et que vous avez gardé parce que ça fonctionne bien, ou des choses que vous avez mis en place a posteriori en termes de gestion et Oui, bien sûr. Donc déjà, il faut s'intéresser, il y a des méthodes éprouvées qui existent. Moi, je suis tombé dans une manière de pratiquer le travail qui est le lean management, où j'ai utilisé beaucoup de lean chez Conto, beaucoup de techniques lean ou pensée lean, enfin bon, on peut l'avoir comme on veut. Le lean, c'est juste à temps, donc il n'y a pas de stock. Donc est-ce que les product managers ils font plein de specs à l'avance? Le lean considère que non, parce que c'est du gâchis, c'est du waste. Du coup, chez Conto, on a été en flux tiré. Du coup, ça permet de dimensionner les équipes proportionnellement, etc., etc. Donc on avait des principes de base qu'on a utilisés, qui ont scalé avec nous, qui ont vraiment bien marché. Par contre, franchement, je vous souhaite de le vivre, ça veut dire que vous avez un bon problème de riche. C'est-à-dire que la boîte commence à être costaud. C'est que tous les process sont débilisants à un moment. C'est que l'humain perd l'intention derrière l'outil. C'est le cerveau qui est fait comme ça. On perd les intentions. Donc quand vous faites un daily stand-up, qui est une pratique courante qui vient du lean, puis qui a été repris par l'agile. Donc on fait un daily, tout le monde comprend, on se voit tous les matins et on fait le plan de la journée. Bon, ça vient du plan de production, ça vient de l'usine à la base, mais on l'utilise en IT. C'est qu'est-ce qu'on ship aujourd'hui, enfin, c'est quoi les pièces qu'on ship, les voitures qu'on produit, ça vient de l'automobile. À force de le faire mécaniquement, on oublie pourquoi on fait un daily. Du coup, les gens font des daily en se regardant dans le blanc des yeux au bout d'un moment. Donc, il faut en permanence rappeler les intentions. Donc, quoi qu'on fasse, il faut remettre de l'intention. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'inertie, c'est que faut en permanence remettre l'entrepreneurial mindset, l'intention, pourquoi on le fait, derrière les techniques, et donner la permission de déconstruire aussi, parce que ce qui t'amène là ne t'amènera peut-être pas là-bas. Donc voilà. Donc, ouais, mais c'est sûr qu'avoir des points de départ de méthodes éprouvées, ça permet de créer un langage commun. Au moins, il n'y a pas besoin de le challenger, on sait que ça marche. Et puis, ouais, ça donne un point de départ. Je le vivrai comme ça. Voilà. On est bon? Oui, on est bon. On a encore peut-être une ah ouais. dernière question. Ah non, c'est fini. Et puis après, je paye après. Ah, il y a mon fils qui veut poser une question. On va à la piscine? Bonsoir, merci beaucoup. Mais t'es pas mon fils, attends. Non. Je suis désolé. Je passe le micro après si vous voulez. Merci beaucoup pour la présentation. Vous avez levé beaucoup de fonds donc, lors de la création de Conto. Et je voulais vous demander comment est-ce que vous avez pu gérer le trade-off entre réussir à vendre entre guillemets un rêve pour convaincre des investisseurs tout en restant à la plage de réalisme, on va dire, technique de ce que vous pouvez produire. Alors, concrètement. À ce niveau-là, c'est plus du rêve. Il regarde les chiffres. C'est vrai. Non, mais je vois très bien, il y a du rêve. Moi, je pense que quand les gens investissent beaucoup d'argent, c'est qu'on a déjà démontré qu'on sait faire des choses. Donc, dans le cas de Conto, on avait déjà fait une exit petite, mais on avait fait une exit. Et donc, du coup, les premiers investisseurs se disaient
Bon, bah, les deux, ils se connaissent, ils vont faire autre chose, ils sont au taquet. Sur le truc d'après, ils avaient vu le proto, mais on était encore pré-produit. Donc, ils avaient vu le proto, donc ils ont mis la série A. C'était un des investisseurs du seed qui a décidé de prendre le tour. Et de fil en aiguille, ça se passe comme ça. Non, il y a, plus on est avancé, moins il y a de fake. Enfin, plus il faut être sérieux parce que une scale-up, on est de moins en moins dans ce qu'on appelle la Gardner curve. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est la hype curve, quoi. Enfin, vous voyez, à peu près. On est de moins en moins. Je crois que le cycle, c'est 5-7 ans. Bon, bah, quand on a plus de 7 ans, on n'est plus dans la hype. Faut faire des vrais chiffres, faut faire de la vraie croissance. Et c'est pas juste, waouh, c'est de l'IA. Donc, non, je pense que... Mais bon, quand l'argent est, entre guillemets, possible et facile, c'est bien de lever. C'est bien de lever parce que l'argent, ça permet d'acheter du temps et d'être plus agressif et puis de gagner, en fait. Voilà. Puis d'innover. Attends, il y a mon fils. J'ai adoré, mais juste, pourquoi tu as voulu aller à l'EPFL? Oh là là, t'es tellement chou. Alors moi, je suis allé à l'EPFL. C'est une bonne question. Alors moi, mon père a fait l'EPUL. L'EPUL, c'est l'ancêtre de l'EPFL. Et qui est alumni, du coup. Et c'est l'École Polytechnique Universitaire, je crois, c'est ça? De Lausanne, ouais. Et donc, c'est l'ancêtre de l'EPFL, et c'est comme ça que j'ai connu. Et je trouvais ça hyper stylé. Et lui, pourquoi il est venu ici? Et lui, il est venu... Alors, lui, il est né en Turquie, mon papa. Et ses parents sont venus en Suisse. Et du coup, lui, il est venu en Suisse, et puis voilà, comme ça. Toi, ça te tente? Okay. T'as le temps, hein. Tranquille. Génial. Bah, il y a l'ETH aussi. Non, je plaisante. Je plaisante. Bah, sa maman est allemande. Alors, c'est bon. Tous les feux sont ouverts. Mais merci beaucoup, Steve, pour ton talk. C'était super intéressant. Merci. Et puis, je vous propose justement d'aller pour l'apéritif pour continuer la discussion et puis se rencontrer. Et merci à vous tous d'être venus et pour toutes vos questions.